Bonsoir, bienvenue à l'émission de ce soir. Donc, il est 21h01. Je vous salue de partout où vous êtes. Bienvenue à l'émission donc Arlette et ses amis. Moi-même, je suis Arlette. À chaque fois, je me présente pour les nouveaux arrivants. Tout simplement, partager nos vidéos éventuellement et aimer nos lives, et aimer voilà, votre présence nous fait du bien, évidemment. Donc, ce soir, justement, nous allons parler sur un thème autour du Congo, autour de la RDC. Tout simplement, on voulait justement mettre en évidence la situation géographique voilà, d'hier, d'aujourd'hui et après-demain, pour pouvoir justement décortiquer, parler et voilà, comprendre un peu ce qui se passe chez moi. Donc, avant de commencer, je voulais justement saluer les personnes qui sont là. La régie, je vous dis merci pour ce moment, pour votre patience surtout. Et sans plus tarder, je vais faire passer quand même un message ce soir. Donc, c'est l'anniversaire de ma sœur. Je vais lui dire bon anniversaire, Dulcie. Donc, je vais faire passer j'espère que vous avez vu, elle est très, très belle. Ah là 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 là, elle le sait, elle est tellement belle. Donc, franchement, je dis bon anniversaire à toi et va de l'avant. Tu sais ce que tu vaux. Donc, chapeau, ma chérie. Bravo. Bravo pour la famille. Donc, ce soir, justement, nous allons parler avec mon invité qui est là. Hervé, je te dis bonsoir. Allô? Bonsoir. Ah, Allô, est-ce que tu m'entends? oui, 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 mais je te vois pas. Mais bon, bref, c'est pas grave. Comment vas-tu? Tu te présentes, s'il te Bah, plaît. ben, Ah, c'est bizarre comment il est ton téléphone. Tu peux pas le tourner? Ah, ok, j'ai un problème avec mon invité. Essaye, Hervé, s'il te plaît, tu ressors et tu recommences de nouveau, s'il te plaît. Voilà. Donc, je salue encore une deuxième fois à le rebelote. Je vais commencer à tourner autour. Hein. Donc, voilà. Le temps qu'il se connecte, mon invité, voilà, le temps qu'il se positionne au niveau de son téléphone, parce que quand on connaît pas, c'est pas évident. Hervé, je t'invite de nouveau, mais tu te sors bizarrement. Pourquoi tu retournes pas ton téléphone du côté horizontal et tu te rapproches? voilà, là, ce sera mieux, je pense. Là, Parce que t'es là, où? du coup, On voit tes jambes, c'est un truc de malade. je suis Attention, si là, t'as moi, des je te chaussettes vois. trouées, tu me vois? Mort de rire. Moi, je te vois très Mais moi, je bien, vois tes mais tourne ta pieds. Ah ben caméra dans l'autre bravo. sens. Oui, bah oui, parce que moi, Je peux- je vois tes pieds. Attention, si t'as des Bah oui, chaussettes mais trouées, t'es dans la merde. Hein. non, elles sont propres, t'inquiète pas, je suis un garçon bien élevé à ce niveau-là. Justement, remets la caméra correctement et positionne-toi en fait, parce qu'on voit de l'autre côté. Du coup, la caméra, tu l'as... Ah ouais, à l'horizontale, tu m'as dit? Oui, Bah oui, l'horizontale, mais quand là, en tu... fait, En fait, oui. tu veux que je tourne le téléphone dans l'autre sens, c'est ça? Mais parce qu'on te voit pas, on voit tes jambes. Là, on voit ta maison. Là, est-ce que tu me vois, là? Je te vois, mais dans l'autre sens. Est-ce qu'au niveau de ton téléphone, si tu fais glisser au niveau de la main. Je vais Attends. peut-être demander à la régie de nous faire passer une courte pub le temps que j'explique à mon invité comment est-ce qu'il doit se positionner. Je suis désolée pour ce soir. Ok, à tout de suite. The Boss Brothers TV est maintenant disponible sur toutes les plateformes. Ouvrez votre App Store ou Play Store et tapez Boss Brothers TV. Téléchargez l'application pour être connecté on the go. Suivez les dernières informations, buzz et divertissements de la communauté congolaise partout dans le monde. Ne ratez plus jamais vos émissions préférées. The Boss Brothers, tout le monde est connecté, tout le monde en parle. Entrez!
financier. Soit des ma bloqué. On a besoin de service. Non. Oh, il y a pas marché. Quand c'est la position, ok, le petit là où elle est. Mais DG, bon, on va les analyser. Non. C'est DG qui parle. C'est le DG qui parle. Un bon gars d'État. DG. Merci, papa. Ma copine, Togolien. Conseiller, dans mon bureau. Excellence. Au moins, il y a un précipice. Oui, excellence. Kamata moko. Kende ko pesa na tata mwasi na ngai. Kaka ndenge na lobi. Conseiller. Bateau ya facture wana. Mbongo na bango esali boni. 90 millions de francs congolais. Bakisa bazero mibale. Ekomi boni 9 milliards. Likolo wana nde ya biso. Yoko bima gouvernement kaka boye. Bongo à l'état. Eh, papa, les gars, vous avez Oh, maman, mais on vous avez gouvernement. Maman, tu n'as pas de gouvernement. Tu n'as pas de excellence. Tata moi c'est excellence. Mon Rizali. Mon inspecteur, nous avons préparé des gars qui ont un IGF. Comme ça, vous êtes dans un mathématique. Stop. Excellence, c'est foutu. Rebonsoir de nouveau, donc bienvenue à la chaîne de Vox Brothers. Je vous invite tous à vous abonner et je vous invite tous à participer justement à nos émissions, éventuellement à vous abonner. Hein. Rebelote, on va recommencer la même chose. Je dis bonsoir à mon invité. Bonsoir, bonsoir. Coucou Hervé. Salut, ça va? Ça bug un peu. Est-ce que tu m'entends? Oui, mais là t'es bon, ne bouge plus. Là t'es bon. Parfait, nickel. Ça va? Ok. Oui, et toi? Bah, présente-toi tout simplement. Ben, bonsoir à tous, chers amis. Je suis Hervé de France, activiste congolais, activiste résident dans la diaspora. Et donc j'essaie du mieux que je peux de trouver des solutions à la crise congolaise qui n'en finit plus. Voilà pour la petite présentation. Bah, bienvenue à toi, bienvenue. Donc, on va partir tout de suite. On va éviter vraiment d'endormir les personnes. Justement, on n'a que 45 minutes. On va essayer d'aller un peu plus vite. Donc, je voulais savoir, en fait, au niveau du thème, c'est la situation géographique. Qu'est-ce que toi, tu peux dire par rapport à la RDC, par exemple? C'est pas la situation géographique, c'est la situation voilà, politique, c'est ça. Ben, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes, tant régionaux qu'internationaux. Je le rappelle que la République démocratique du Congo, sur le plan international, est victime d'une agression parachevée par les armées rwandaises et ougandaises, avec l'armée sud-africaine comme base arrière. Bien entendu, ils ont été parrainés par la communauté dite internationale. Nous sommes victimes aussi d'une occupation qui sévit dans ce pays depuis le 26 janvier 2001 désormais. Et depuis un bon bout de temps, malgré les multiples élections honteuses et houleuses qui ont eu lieu dans ce pays, on se rend compte qu'en fait, le problème est beaucoup plus grave qu'on ne le pense. Ok, on va essayer peut-être d'aller un peu plus vite parce que j'ai peur qu'on n'arrive même pas au timing et qu'il y ait encore plus de questions. D'accord, ok. Ben donc, explique-nous un peu parce que au niveau de l'affiche, justement, on disait la situation géopolitique, justement, après 61 ans après. Donc, qu'est-ce que toi tu pourrais dire par rapport à ça? Dans un premier temps, il faut comprendre déjà, il faut revenir plutôt à la genèse. C'est très important parce que la République dite à démocratiser du Congo, j'insiste bien là-dessus, a été créée lors du conglomérat d'aventuriers de Berlin entre 1884 et 1885. Et donc, en fait, depuis ce bon bout de temps, ce territoire est asphyxié
par les grandes puissances, puisqu'à l'heure actuelle, il est toujours considéré comme un fonds de commerce, un état de libre-échange où les grandes puissances peuvent se servir à leur guise. Depuis les années Sans 60, te ce couper, il y pays a a, ton doigt. Est-ce que ton doigt, tu peux pas le mettre différemment? ce Parce que, pays, ouais, voilà. ce pays a été à multiples reprises confronté à diverses guerres de sécession, 60-61, puis aux guerres du Chabat 67, 77-78, et bien entendu avec l'invasion rwandaise masquée en génocide du 6 avril 1994. Ça fait beaucoup et je trouve que la plupart des politiciens, ou du moins de la classe dite politique à des mots dans ce pays, a du mal justement à faire la part des choses. Voilà. Nous avons plus des porte-drapeaux inutiles dans notre pays que d'avoir plutôt des gens responsables avec comme objectif l'amélioration de la vie congolaise. Voilà. D'accord. Quand tu dis des personnes avec des porte-drapeaux, donc des personnes qui sont comme des drapeaux, quoi, au Congo. Oui, tous les partis politiques confondus n'ont jamais rien apporté dans ce pays-là. Je préfère être franc, être sincère. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart de ces partis-là euh, ont toujours voulu faire campagne pour se positionner, pour être à la mangeoire. C'est le cas avec les dirigeants actuels. Et on se rend compte rapidement que ça ne va pas, le pays manque de tout, alors qu'il a tout potentiellement pour un développement très rapide. Nous sommes, je le rappelle, un pays occupé depuis maintenant 23 ans maintenant. Posons-nous les bonnes questions et arrêtons de pouvoir donner notre cœur à des personnes qui ne seront jamais là pour nous en cas de problème. Et c'est le cas depuis 1960. C'est énorme. Ouais, mais ok. Si je peux me permettre, t'entendre dire, c'est comme si le Congo va mal, même si le président actuel, pour toi, ça ne va pas non plus, parce qu'il a fait quand même des choses. Non. Quelle chose il a pu faire, à part une incompétence incongrue? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Mais Faut justement, m'expliquer. il a élu pas mal de ministres, il a reconstitué justement ce que Kabila n'avait pas fait avant, et lui, il l'a fait. Alors, je vais répondre à ce volet-là, c'est très important. D'abord, il faut comprendre une chose, c'est que on ne fait pas de politique dans un pays occupé. J'insiste très bien là-dessus. Pourquoi? Vous prenez le cas, par exemple, de la France. La France a été occupée lors de la Deuxième Guerre mondiale et il y a eu deux régimes en France. Le régime de la France libre et celui de Vichy. OK? Le maréchal Pétain a collaboré pleinement avec les Allemands et nous connaissons tous la fin du film. Aujourd'hui, la République dite à démocratiser du Congo se trouve exactement dans la même configuration que la France de 39-45, du moins que l'Europe de l'Ouest de 39-45, ce qui est très grave. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans un pays occupé, vous n'avez pas du tout accès à la souveraineté. Or, la souveraineté, c'est ce qui vous permet de pouvoir mener des réformes en tenant compte de la vie populaire. Or, aujourd'hui, la plupart des dirigeants qui nous ont été imposés au pouvoir depuis 60 n'ont jamais eu la légitimité populaire, que ce soit, bon, à l'exception peut-être de Joseph Kasavubu, qui lui est arrivé par un deal électoral avec Patrice Emery Lumumba, pour ne pas rentrer dans les détails, mais depuis le maréchal Mobutu de 65 jusqu'à ce jour, aucun président de la République démocratique du Congo n'a été voulu et choisi par le peuple. Et ça, c'est très grave. Parce que lorsque vous n'avez pas la légitimité populaire, toutes les réformes que vous mènerez, même si elles ont l'air intéressantes sur le fond, sur la forme, ne vous mèneront à rien. Donc la première des choses qu'il faut penser en tant que Congolais, en tant qu'Africain, c'est la résistance. Et la deuxième chose à faire, c'est qu'il faut parler de libération totale de ce pays pour que les autochtones puissent récupérer ce pays. C'est très important parce que, encore une fois, je le répète, faire ce que les politiciens congolais sont en train de faire n'est que mascarade. Ah,
D'accord. Donc, ça veut dire que là, on est sûr de rien. Parce que les gens disent que oui, aujourd'hui, on critique Kabila, mais en 13 ans d'années, pardon, aujourd'hui, on critique Fachi. En 13 ans d'années, donc Kabila, il a rien fait. Et lui, au moins, il a essayé en 2 ans de reconstituer le gouvernement. Parce qu'on voulait un Congolais, c'est ça. Ben non, en fait, moi je voulais un Congolais compétent, ce qui est très loin d'être le cas de Félix Tshisekedi. Je préfère être honnête avec vous. Et je voulais un Congolais, je voulais d'abord un processus électoral clair, net et précis dans un pays libre et non dans un pays occupé. Je le répète qu'on ne va pas aux élections dans un pays occupé puisque aujourd'hui, si Félix Tshisekedi fait office de président dans ce pays, il a été placé par Joseph Kabila, Paul Kagame ainsi que le président du Kenya. Le vrai deal, c'est celui-là en fait. Et aujourd'hui, Félix Tshilombo, celui qui fait office de président, n'a jamais été élu par le peuple congolais. Parlons peu, parlons bien. Et à partir du moment où vous n'avez pas la légitimité populaire, vous pourrez mener les réformes telles que vous le pensez, eh ben, elles connaîtront, vous mènerez, pardon, toujours des réformes impopulaires. Pas plus tard que l'autre jour, il nous a sorti l'état de siège, en mettant des gouverneurs en Ituri, des gouverneurs militaires en Ituri et au Nord Kivu. Nous avons appris avec la plus grande consternation et la plus grande colère qu'il y a eu encore plus de 50 morts dans l'est de la RDC, sachant que l'état de siège est censé se terminer dans 5 jours. Que voulons-nous à la fin? Waouh, ça fait bizarre quand même. Donc ça veut dire que depuis, est-ce que en gros, la République démocratique du Congo est indépendant, ce pays-là? Non, le pays n'a jamais le pays a été indépendant 11 jours. Du 30 juin 60. De quelle année en quelle année? Je vais y arriver. Du 30 juin 60 jusqu'au 11 juillet 60, lors de la première guerre de sécession avec Moïse Tshombe. Et la sécession katangaise a été organisée par les élites belges de l'époque. Puisque, à l'époque, vous vous souviendrez que la Gécamine d'aujourd'hui était à l'époque l'Union minière du Haut-Katanga. Et entre 1960 et 1964, toutes les sorties minières de ce pays-là allaient directement dans les caisses belges. Et c'est comme ça que lorsque Mobutu prend le pouvoir en 65, il le disait si bien dans l'une de ses déclarations qu'il leur avait arraché le beefsteak de la bouche en créant la Gécamine. Donc vous comprenez qu'à un moment donné, lorsque vous voulez être indépendant, l'indépendance n'est pas seulement politique, elle est aussi scientifique, elle est aussi économique et elle est aussi spirituelle. Or, le cas de la RDC, Frantz Fanon le disait très bien, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Et je me pose la question si les Congolais du monde entier, ou certains qui se disent intellectuels, ont compris le sens de cette phrase. 61 ans après, ceci mérite toujours d'être mis sur la table et ça mérite toujours que la question puisse être posée. Voilà. Oui, parce que j'en ai entendu parler, j'ai entendu dans les réseaux sociaux dire que apparemment aujourd'hui, si la RDC, il y a plus de guerre, je veux dire, la RDC va bien, l'Afrique entière ira mieux. En fait, c'est le centre. Ben tout à fait, parce que de par son positionnement, de par son potentiel hydroélectrique. Je rappelle que la République dite à démocratiser du Congo, c'est quand même 65% des eaux douces africaines. C'est aussi 13% des ressources hydrauliques mondiales. Vous avez la capitale du diamant, la capitale du coltan, la capitale du cuivre, la capitale de toutes les ressources géologiques que le monde a besoin pour le développement technologique. Et bien entendu, vous êtes le deuxième poumon forestier au monde.
Le Brésil aujourd'hui, avec le COP 21, etc., arrache des dividendes colossales pour son développement. Et quant à la République démocratique du Congo, ça se fait toujours attendre. Mais pour que un pays soit respecté, il faut un leadership, ce qui est très loin d'être le cas aujourd'hui dans notre pays, disons-le. Voilà. Attention à ton doigt de nouveau. Je voulais te demander, c'est bien d'expliquer parce que les gens t'écoutent. Je voulais savoir si toi tu étais président, qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Parce que ça va être différent, effectivement. Qu'est-ce que toi tu changerais en premier lieu? La question, elle est subtile, mais je vais essayer d'y répondre. Je vais essayer de plonger sur ce thème-là. Je pense que la première chose en étant président, ça serait déjà de recréer en fait une société de juxtaposition à la congolaise. Parce que je vous le répète, nous sommes des Bantous et on a compris que toutes les structures dites occidentales, notamment la démocratie, en réalité, ce sont des choses qui n'ont jamais marché chez nous. Parce que quand vous allez dans les villages les plus profonds d'Afrique, vous verrez que vous allez parler de centre gauche, centre droit, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les chefs coutumiers n'en savent absolument rien. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Redonner la dignité aux Congolais, redonner la fierté d'être Congolais. Parce que nous sommes un grand pays au cœur de l'Afrique. Aujourd'hui, la RDC compte 106 millions d'habitants, ce qui est énorme. Malgré tout ce qu'on peut entendre, mais je me fie au rapport de la CIA publié le 26 février dernier, voilà, qui mentionne que maintenant nous sommes bientôt 106 millions d'habitants. Et voilà, si j'avais été président, je pense que la première des choses, ce serait d'avoir une diplomatie forte, parce que nous sommes un pays avec un potentiel unique au monde, avec un personnel compétent autour de moi, des experts, notamment en étant conseiller, et sachant que on a toujours dit la République démocratique du Congo, c'est aussi une diversité ethnique, et il faut prendre en compte aussi la géopolitique interne, c'est très important. Je pense que sur le plan interne, j'aurais certainement remis ce que le maréchal avait fait en son temps, c'était de pas forcément mettre des gouverneurs d'une telle région aller gouverner ailleurs. Ce sont des choses qui ont très bien marché dans le temps, et on sait très bien que c'est des choses qui peuvent être refaites à tout moment. Donc vous voyez que il y a tellement de choses à faire dans ce pays que je ne peux pas pouvoir tout détailler aujourd'hui, mais la première des choses qui me semble la plus logique, ce serait de redonner l'amour d'être congolais, la fierté d'être congolais, la cohérence d'être congolais, pourquoi, où nous allons, et surtout redonner la dignité des Congolais qui a été perdue depuis la guerre d'agression du 23 octobre 1996, précisons-le. Donc c'est un plan de base. Après, tout ce qui est scolarité, infrastructure et tout tralala, ça c'est que du matériel. Mais la première des choses, avant que le matériel puisse arriver, il faut déjà resserrer les liens entre les Congolais parce qu'on en a vivement besoin. Avec toutes les atrocités que nous subissons en ce moment, je pense que l'amour du prochain serait l'une des doctrines principales, même si beaucoup reste à faire. Ok. Merci pour cette réponse. Je voulais revenir un peu sur Goma, ce qui se passe à Goma. Explique-nous un peu. Oui. En fait, pour expliquer en fait un peu aux téléspectateurs, la ville de Goma est située donc à l'est de la République démocratique du Congo, ville jumelle de Gisenyi au Rwanda, parce que Gisenyi au Rwanda et Goma sont sur la même parcelle satellitaire. Et puis, tout le monde le sait que Goma est située sur la partie qu'on appelle en géographie le rift est africain, la région des Grands Lacs, quoi. Et donc, c'est une région où le volcan, le Nyiragongo, fait partie des volcans
encore en activité qui sont très dangereux. Donc l'une des questions pour lesquelles je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu des réformes ou il n'y a pas eu de conséquences qui ont été prises après les incidents de 2002, pourquoi n'avait-on pas délocalisé la capitale du Nord Kivu et la mettre un peu plus à l'intérieur de la province? Ce sont des choses qui méritent, ce sont des questions qui méritent d'être posées. Voilà. Après, vous savez, le volcan, c'est naturel. L'éruption d'un volcan, c'est naturel, c'est naturel. Mais par rapport au gouvernement, je trouve que le gouvernement, une fois de plus, a failli à sa mission régalienne de pouvoir protéger sa population, sachant bien qu'il y a eu l'Institut volcanique de Goma qui n'a pas été financé à sa juste valeur depuis bientôt 2 ans, ce qui est très gravissime pour un grand pays au cœur de l'Afrique comme le nôtre. Voilà. Donc pour toi, en gros, le chef de l'État n'a pas répondu aux réels besoins de cette population de Goma par rapport au volcan. Déjà, a-t-il réellement répondu aux besoins de la population globale avant de parler de Goma? Quand un président dit, je cite ses déclarations, hein, puisqu'il c'est le roi des gaffes, bien évidemment, il déclare, attention à ton doigt. Il déclare auprès d'une chaîne internationale que si un aéroport à Goma avait été là, j'aurais pu être là depuis longtemps. Ben en fait, il y a une éruption volcanique, débrouille-toi pour arriver sur place. C'était lui-même qui avait dit en 2020, je serai un habitant de Goma et je serai prêt à mourir pour retrouver la paix à l'est de la RDC. Jusqu'à preuve du contraire, les habitants de Beni l'attendent toujours. Donc, à un moment donné, il faut se poser la vraie question, et ça revient à ce que je dis. Lorsqu'un président ou lorsqu'un élu, quel que soit son rang, n'a pas de légitimité populaire, il ne faut pas vous attendre à ce que cet homme-là puisse agir pour vous dans les meilleures conditions. Ce n'est pas possible. Et là, je m'adresse vraiment à toute la classe politique congolaise, toutes tendances confondues, sans exception. Attention, on voit ton doigt, je sais pas, est-ce que tu peux pas le mettre différemment? Je sais pas. C'est l'autre doigt, en fait. Parce qu'on ne te voit pas en grand. Voilà, bon, celui-là, c'est bon. Oui, là, c'est bon. Merci à toi. Donc, ok, donc ça veut dire que ils ont rien fait parce qu'aujourd'hui, la diaspora, on va dire la diaspora congolaise, se sont réunis pour pouvoir justement mettre de l'argent de côté afin de pouvoir aider cette population. Qu'est-ce que toi, tu pourrais dire? C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. La diaspora, encore une fois, si elle n'avait pas été là, je pense que cette République démocratique du Congo serait déjà partie depuis longtemps. Donc, je tiens à tirer un hommage, je tiens à donner un hommage considérable à tous les Congolais de la diaspora de partout, de l'Europe, de l'Asie, des États-Unis, bref, de partout où vous êtes, pour vous dire merci parce que vous avez donné un sens au combat, un sens à la liberté de penser, à la liberté tout court. Et je sais que si notre génération n'arrive pas à sa mission régalienne qui est de libérer ce pays, la génération d'après le fera. Voilà, je paraphrase un peu ce que le pasteur Ekofo avait dit devant toute la Kabylie en son temps. Voilà. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit, si je peux me permettre? Qu'est-ce qu'il avait dit? Je me rappelle plus. Le pasteur Ekofo avait dit, notamment à nos agresseurs de l'Est, que si jamais vous prenez 1 centimètre de ce pays, nos gens iront le récupérer demain. Voilà. Waouh, bien. Parce que en fait, le pasteur Ekofo. Je t'écoute. Non, tu voulais rajouter quelque chose, vas-y. Non, en fait, la pensée était là, et voilà, la pensée était là, donc pas de souci, je t'écoute. D'accord, merci. Et t'entendre dire, c'est comme si aujourd'hui le président, donc Tshisekedi Fachi Béton, comme tout le monde dit, c'est comme s'il n'a pas fait son travail, il ne fait pas son travail, parce qu'il y a aussi le côté sécurité, moindre truc, il va
il va partir. Il faut pas oublier, il y a des assassinats hein, au Congo. Ben, écoutez, vous êtes censé être président de la République, pas président de votre quartier. C'est deux choses différentes. Voilà, vous êtes censé être d'abord président de la République, et lorsque votre voix parle, c'est le Congo qui parle. Or, aujourd'hui, lorsqu'il parle, il n'y a que lui qui parle. Vous comprenez? Dans un pays, vous avez divers avis, des divergences d'opinion, ce qui est tout à fait normal. Vous comprendrez que c'est quelqu'un, déjà, premièrement, qui n'est pas compétent du tout, je tiens à le dire, clairement. Et j'aurais même préféré avoir quelqu'un d'autre que cette personne-là, parce que tout simplement, son parti, en réalité, n'a pas apporté grand-chose de capital à ce pays-là. Voilà. Il y a tellement de choses à raconter sur eux que je sais très bien que si je le fais aujourd'hui, je vais passer des heures et des heures et des heures là-dessus. Donc, voilà. Oui, mais parce qu'on dit que en 13 ans... Ouais, vas-y. Vas-y. Je t'écoute, c'est toi qui parlais. Tu disais? Oui, je disais en 13 ans d'exercice je vais dire de chef d'État, donc justement, on parle de Kabila, il a rien fait. Lui, il a trouvé un peu le pays dans le chaos. Apparemment, il a commencé à structurer. Toi, tu nous fais comprendre qu'il n'a pas grand-chose, ce monsieur. Ben, vous savez, la première chose, lorsqu'on parle de structure, c'est de prendre des résolutions fortes, des résolutions populaires et d'autres impopulaires, jusqu'à preuve du contraire. Nous sommes le combien? Le 2 juin 2021 aujourd'hui. Je cherche à savoir qu'est-ce que cet homme, depuis le 24 janvier 2019 qu'il est arrivé, qu'est-ce qu'il nous a apporté de bon? Je me pose la question. On nous a menti, qu'on allait installer un état de droit. Mais pour installer un état de droit, la première condition, c'est quoi? C'est la souveraineté. Or, aujourd'hui, ce dernier est téléguidé par Kigali. Vous voyez la preuve, le président Kagame, enfin, ce qu'on appelle Monsieur Kagame, pour ne pas l'appeler président, a eu des déclarations incendiaires sur les divers massacres inouïs, énormes, plutôt, que son armée continue toujours de commettre sur notre territoire national. Et vous verrez que M. Tshisekedi a eu une réponse très douce vis-à-vis de son voisin, qu'il appelle, entre guillemets, mon frère. Je pense que ce sont des choses qui interpellent beaucoup de Congolais, notamment ceux du nord, du sud Kivu, de l'Ituri et peut-être du bas Zuélé, du haut Zuélé, et du Congo en général. Comment peut-on avoir à la tête d'un pays un président qui appelle un génocidaire mon frère? Ce sont des choses qui méritent d'être posées. Alors il y en a qui nous diront que voilà, c'est le président de l'Union dite africaine. Je tiens à rappeler à nos téléspectateurs ici que l'Union dite africaine n'est qu'un rassemblement de gangsters dont 79% des activités sont financées par l'Union européenne et les États-Unis. Donc, à un moment donné, quand vous savez ce genre de choses, vous pourriez rien attendre de l'Union africaine. Parce que je vous le rappelle, lors des élections de 2018, celui qui était président de l'Union africaine, c'était Paul Kagame. Et qu'est-ce qui s'est passé au Congo? Ben, voilà. Donc, à un moment donné, il faut avoir ce qu'on appelle faire preuve de jurisprudence, faire preuve de cohérence et faire preuve de sentiment moral pour sa population. Parce que je sais que beaucoup, lorsqu'ils ont vu ce dernier arriver au pouvoir chez nous, on s'est dit, bon, bah, peut-être qu'il y aura un changement. Moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours dit que j'étais contre les élections présidentielles et de 2006 et de 2011 et de 2018, tout simplement parce que le processus électoral était biaisé. Et qu'à partir du moment où le processus électoral était biaisé, il ne servait à rien de pouvoir organiser des élections dans ce pays-là. C'est tout. Et tant que le Congo ne sera pas souverain, dirigé par la population congolaise qui aura élu ses mandataires, députés, sénateurs compris, et gouverneurs, vous verrez qu'il y aura toujours un problème de légitimité au sommet de l'État, ce qui est très grave.
Waouh, c'est quand même très dur voilà les révélations pour moi parce que quand on voit les réseaux sociaux, on voit des gens dire Fachi Béton, il faut arrêter tel ou tel commentaire. Euh, Aujourd'hui, on se dit c'est un président qui a été élu. On est bien d'accord, il a été élu, soi-disant il a été élu par la population, mais que il a quand même un niveau par rapport à l'autre qui était au pouvoir. Donc ça veut dire que Congo change ses élos au Pamba. Ben oui, s'il faut paraphraser le Kuruyaka, Papa Wemba qui nous a quittés, oui, oui, chance et loko Pamba Congo, tout à fait, c'est ce qu'il faut se dire. Parce que les locaux, comme à d'ailleurs, la plupart de ces gens qui ont été élus, enfin qui ont été placés parce qu'ils n'ont pas été élus au sommet de l'État, gouverneurs, députés, sénateurs et tout ce que vous voulez, euh, comme on dit chez nous, et comme un cop yabat. C'est l'ensemble de peut-être 500 à 1000 familles qui dirigent ce pays-là depuis 1960. Vous pensez vraiment pas que une tierce personne euh, qui a un niveau scientifique très élevé, qui pourrait nous apporter une ingénierie compétente, et ben cette personne-là est écartée parce que on a décidé d'avoir un piètre monsieur comme Jean-Marc Aboun qui nous apporte pas grand-chose, pour ne citer que celui-là, par exemple. Il y en a plein, hein, mais je prends ce monsieur parce que, bon, ou prenez par exemple Augustin Kabouya, voilà, c'est du vent, quoi, comme dirait quelqu'un que je connais, c'est du vent. C'est du vent. Mhm. Je pense qu'aujourd'hui dans ce pays-là, nous sommes la risée de l'Afrique. Nos voisins se foutent de notre gueule à tout va. Angola, j'ai parti nailler. Sassou Nguesso avec l'affaire de 2015, Mbata Yaba Kolo, je ne sais plus trop quoi. On a vu. On voit aujourd'hui qu'une partie de la Zambie plutôt, et occupe une partie du territoire jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où on en est. Et l'affaire Minembwe avec Azarias Kouberois, on ne sait toujours pas où ça en est. Donc il y a tellement de dossiers aujourd'hui que si vous voulez vraiment que ce pays-là puisse redevenir normal, comme il l'a été autrefois, malgré la dictature du MPR, eh bien, la première chose à reprendre, c'est la souveraineté. Et lorsque vous avez la souveraineté, vous pouvez mener toutes les réformes, tant sécuritaires, militaires, économiques, sociales, tout ce que vous voulez, et vous pourrez faire en sorte que votre peuple puisse se retrouver en toute quiétude, ce qui est bien sûr très, très, très loin d'être le cas aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est Ce qui est grave. impossible, quoi. T'entendre dire, Non, c'est impossible que le Congo change. non, la diaspora a fait un boulot considérable par un travail d'éveil de conscience. Je pense que le travail, de par certains, peut-être qu'il n'a pas été parfait. Vous savez, dans toute œuvre humaine, il y a toujours des imperfections, c'est ce qu'il faut comprendre. Ceci dit, il y a beaucoup plus de Congolais qui sont intéressés par ce qui se passe au pays, c'est bien. Il y a beaucoup plus de structures qui sont créées justement pour mettre fin à cette situation macabre qu'il y a dans notre pays, c'est une très bonne chose. Je pense qu'il y a beaucoup de politiciens congolais qui pensaient que Torobet Akop Nabiso et aussi, de toute façon, diaspora, Borossa, les Loro Moroté. Or qu'au jour d'aujourd'hui, nous pesons quand même presque 15 milliards de dollars, ce qui est quand même un atout considérable. Euh, et aujourd'hui, les choses changeront au Congo, puisque Simon Kimbangu lui-même a déjà tracé sa voie, en réalité, et que je pense que les choses changeront dans ce pays-là. Mais pour que les choses changent dans ce pays, la première condition, c'est un, la souveraineté, et deux, chasser toute la classe politique actuelle qui est juste incompétente. Voilà. D'accord. D'accord, ok. Et je voulais juste te demander, aujourd'hui on voit un peu le drapeau de Mobutu, donc des Zaïre, et le drapeau d'aujourd'hui, donc de la RDC. Pourquoi on le Ouais. voit le deux? Pourquoi il y a deux drapeaux? On comprend pas. Les combattants, ils ont les Alors, drapeaux, il y a Mobutu. si je me fie à leur raisonnement, je ne dis pas que moi je partage ce raisonnement-là, mais si je me fie à leur raisonnement,
Ces derniers disaient que durant le MPR, malgré qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été, disons-le hautement à haute voix, que à l'époque du MPR, les femmes n'étaient pas violées comme aujourd'hui. Le territoire n'était pas violé comme il l'est à chaque seconde où je vous parle. À l'époque du MPR, un diplomate zaïrois était respecté partout dans le monde entier. Je vous répète que c'est à l'époque du MPR où un zaïre valait 2,50 $ américains. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays africains qui peuvent se vanter d'avoir fait une telle performance sur le plan économique. Je ne dis pas que tout a été bien fait, mais je pense qu'aujourd'hui, nos parents plutôt, et ils nous ont transmis ça en réalité, parce que si vous faites le calcul, nous sommes les enfants directs de cette génération-là, même si elle a été sacrifiée de soit, mais ils ont porté valablement le drapeau de la République du Zaïre de l'époque. Le Zaïrois à l'époque avait une carte d'identité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en République dite à démocratiser du Congo. Le Zaïrois, lorsqu'il se déplaçait à l'époque dans les banques internationales, était respecté à tel point que certaines banques étaient même prêtes à se mettre à genoux parce qu'ils savaient que le Zaïrois arrivait. Ce sont des choses, ce sont des exemples terre à terre que je donne, mais sur le plan continental, le Zaïre était un pays qui était respecté comme un pays du monde à part entière, ce qui est très très loin d'être le cas de la République dite à démocratiser du Congo. Après, par rapport au drapeau bleu, ben forcément, parce que si vous faites le calcul, ce drapeau bleu, en réalité, il a été déjà en vigueur entre 1965 jusqu'à 1971. Sauf qu'à la différence, le drapeau de l'époque était le même, sauf qu'il était bleu foncé, alors que celui d'aujourd'hui était bleu ciel. Et lorsque Mobutu avait initié en fait le recours à l'authenticité, le drapeau vert, comme on l'appelle communément Maya Pondu, avait été voté par l'ensemble du peuple zaïrois de l'époque. C'est comme ça que ce drapeau-là est arrivé. Or que tous les drapeaux qui sont arrivés depuis 1997 ou tous les drapeaux qui ont été avant, ce sont des drapeaux qui en réalité font toujours effigie, toujours éloge à la colonisation, ce qui est pour moi une aliénation mentale incroyable. Voilà, je le pense vraiment. Pour terminer, en fait, parce qu'il nous reste 5 minutes, je voulais savoir, parce que on parle de notre président, on va dire le président actuel, Fathi Béton. Je voulais savoir, tu trouves pas que c'est un peu trop récent ou juste de pouvoir faire un bilan de lui, en sachant qu'il a fait que 2 ans? Peut-être le laisser jusqu'à la fin. Tu trouves pas? Ben, vous savez, lorsque vous entrez dans une fonction régalienne comme celle-ci, attention à ton droit. Je disais, lorsque vous entrez dans une fonction régalienne comme celle-ci, la première des choses qu'il faut regarder, c'est les premiers 100 jours du président. C'est ce qu'on appelle 3 mois, 90 jours, 100 jours. La plupart des présidents dans les pays qui se respectent, après 100 jours, vous regarderez bien qu'ils font toujours un bilan, une rétrospective de ce qui s'est passé lorsqu'ils ont pris le pouvoir et ce qui s'est passé 3 mois après. Qu'est-ce qu'on a fait 3 mois après? Soit le président vient parler au peuple directement, ou bien vous verrez un de ses ministres qui viendra peut-être faire une ou des déclarations. Le Premier ministre viendra peut-être étaler le bilan du président. Or, au jour d'aujourd'hui, notre président, enfin, celui qui fait office de président, puisque c'est pas le mien, parlons bien, c'est quelqu'un qui, on n'a jamais connu autant de détournements de fonds depuis que ce dernier est arrivé au pouvoir. Je pense que l'affaire des 100 jours n'est qu'une catastrophe sur le plan économique. Tous les projets qui ont été mis en place, en réalité, ont été des projets pour seulement détourner de l'argent. Et lorsque je disais si bien,
lorsqu'un président, lorsqu'un chef d'État, lorsqu'un homme dit d'État n'a pas la légitimité populaire, il ne faut pas du tout attendre quelque chose de sa part, parce qu'il sera seulement là pour se remplir les poches, pour aider sa famille à sortir du gouffre, et il partira comme il est arrivé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'un président arrive par un coup d'État, eh ben, ce dernier part par des coups d'État. Voilà, Mobutu est arrivé par un coup d'État en 65, il est parti par un coup d'État. Laurent Désiré Kabila est arrivé par un coup d'État, il est parti par un coup d'État. Celui qui s'appelle Joseph Kabila est arrivé par un coup d'État et il a fait, lui, un coup d'État institutionnel pour toujours rester aussi proche des institutions. Donc en réalité, avant 2018 est égal à après 2018. Rien n'a changé dans ce pays-là. Parce que la souveraineté, encore une fois, n'a pas été retrouvée et je ne pense pas que cette dernière rentre dans la dynamique de Félix Tshisekedi. Je peux douter, mais quand vous appelez un génocidaire qui tue et qui viole et qui pille les matières premières de votre pays, mon frère, ceci mérite beaucoup plus que l'interrogation. N'est-il pas envoûté, comme il l'a si bien dit après Genève? J'en sais rien. C'est des questions qui méritent. On dit justement, il a appelé mon frère par stratégie. Parce que sinon, la population allait pas se déplacer de Goma pour aller au Rwanda, par exemple. Ben, c'est la même chose, hein. Lorsque il y a eu le génocide rwandais en 1994, comprenez que la population rwandaise, à majorité Hutu, s'est déplacée très largement au Zaïre, et c'était à l'époque le haut commissaire, le HCR, le haut commissaire des Nations Unies, qui justement avait imposé à Mobutu d'accueillir les réfugiés rwandais. Or, vous savez très bien que Paul Kagame n'est qu'un fonds de commerce et que même dans son pays, la légitimité populaire, il ne l'a pas, puisque je vous le rappelle, il est arrivé par un coup d'État en assassinant 2 présidents sur le Falcon 50 le 6 avril 1994. Et tant que le dialogue inter-rwandais n'arrivera pas, il y aura toujours des problèmes à répétition au sein de la région des Grands Lacs. Donc non, ne parlez pas de stratégie parce que Félix Tshisekedi n'en a pas, puisqu'encore une fois, il n'est pas compétent, je tiens à préciser. Et à partir du moment où vous avez un problème de background, un problème de niveau, même si on se dit que tout métier s'apprend sur le tas, il y a des métiers qui s'apprennent pas sur le tas. Être président de la République, il faut être un initié. Ça n'a pas forcément été le cas pour son père, et encore moins pour lui. Ben, merci. Je voulais, pour terminer justement, je voulais que tu donnes ton point de vue par rapport à ce qu'on voit dans les réseaux sociaux actuellement, on va dire dans les réseaux sociaux, par rapport à ce qui s'est passé, le phénomène du racisme. Qu'est-ce que toi tu pourrais nous dire en fait? Moi, je vais être très clair là-dessus. Vous savez, j'ai toujours dit, je répète plutôt ce que Frantz Fanon avait dit dans un de ses bouquins, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Vous avez un potentiel hydroélectrique qui peut nourrir toute l'Afrique jusqu'en Belgique, ce qui est unique au monde. Vous avez un potentiel agricole qui peut nourrir toute l'Afrique, plus ou moins 3 milliards d'hommes sur Terre. Si jamais le Congo, par bonheur, finissait par se lever une bonne fois pour toutes, eh bien cela serait la libération totale de l'homme noir sur Terre. Parce que vous verrez que la plupart des gens qui ont émigré pas par choix, mais qui ont émigré dans d'autres pays pour avoir un monde meilleur, ben, ils finiront tous par rentrer dans leur pays parce qu'ils savent très bien que nous avons une puissance solide au cœur de l'Afrique. Aujourd'hui, le Nigeria se trouve seul. Si le Congo avait été là avec le Nigeria, disons que les choses auraient été différentes. Voilà. Donc,
Je pense que la fin du racisme arrivera le jour où nous-mêmes en interne, nous arriverons à dégager toute la classe politique de nos pays, toutes les classes politiques de nos pays corrompues, pourries et toxiques, afin de pouvoir créer des systèmes politiques qui sont vraiment en corrélation avec les mentalités africaines, avec les mentalités africaines. Tout ce qui est centre-gauche, centre-droit, les démocraties, tout ça, ce sont des choses qui n'ont jamais marché chez nous. Et ce sont des choses qui continuent d'ailleurs de rien nous apporter aujourd'hui. Donc, parlons peu, parlons bien. Beaucoup de choses seront faites à l'avenir. Je pense qu'il y a une diaspora aujourd'hui qui est très active et qui essaye de colmater les brèches, comme le langage sportif le dit si bien. Donc, à partir du moment où c'est le cas, vous verrez qu'aujourd'hui, la génération n'est plus celle d'hier. Voilà. Et celle de demain ne sera pas la nôtre non plus. Donc, il n'y a pas de souci. Les choses arrivent. D'accord. Ben, un dernier mot de la fin, on a fini. Je te remercie. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, justement? Ben, merci pour l'opportunité que vous me donnez. C'est pour la première fois qu'une émission aussi suivie un peu partout puisse m'être proposée. Merci à vous. Je dirais simplement à la communauté afrodescendante de partout dans le monde entier qu'elle puisse continuer à s'instruire. Lisez des livres, des vrais livres, parce que c'est avec les livres que vous vous forgerez un mental sur le plan intellectuel. Et un intellectuel, c'est celui qui arrive à résoudre des problèmes sociaux. Un intellectuel n'est pas forcément celui qui collectionne une tonne de papier jaune dans son armoire. Ceci est dit. Voilà. Ben, merci. Merci à toi, Hervé. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Merci. Le plaisir était pour moi. Merci bien. À bientôt. Moi aussi, de même. À très bientôt. Donc, vous venez de suivre justement l'émission Arlette et ses amis. Je vous remercie. Les personnes qui étaient là, vraiment, j'espère qu'il a essayé de nous éclairer. Et si pour vous, vous n'êtes pas d'accord, écrivez-nous. Éventuellement, on pourra répondre. Je dis encore bon anniversaire à Dulcie. Bon anniversaire, ma grande. Va de l'avant. Et Micha, je te salue. Kams, je te dis bonsoir. Jocelyne, Freddy et tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Et sur ce, portez-vous bien. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bye.